Bonjour et bienvenue à la conférence La vie après la vie. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, j'ai été formé par des guérisseurs chamans il y a plusieurs années, au-delà de 25 années, et dont un qui m'a particulièrement influencé, qui s'appelait Ron Young, qui est un Américain, qui a été formé dans plusieurs approches chamaniques, de diverses cultures, et qui m'a donné une formation qui a duré 3 années, dans laquelle j'ai constaté qu'il était possible de développer les habiletés intuitives, qu'il était possible également d'utiliser nos mains pour soigner les gens, et également donc de faire de l'exorcisme. C'était un peu les 3 pratiques que Ron nous proposait dans sa formation, et je reviendrai sans doute sur chacune d'elles tout au long de cette conférence, toujours en accord évidemment avec le thème de cette conférence qui est la vie après la vie. Vous trouverez sur le site de toute façon plusieurs conférences gratuites ayant différents thèmes qui vous permettront de vous faire une idée sur ces thèmes-là et de vous permettre de constater comment l'écoute imaginaire peut justement aider dans chacun de ces thèmes-là. D'où l'intérêt donc de ces conférences-là que vous pouvez visionner à tout instant et à tout moment comme vous le souhaitez. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger, donc j'ai développé l'écoute imaginaire suite à cette formation avec Ron, pour la simple raison que je constatais qu'il y avait un problème de méthodologie, c'est-à-dire que les gens qui suivaient la même formation que moi ne parvenaient pas au même résultat que moi. J'avais une certaine facilité, eux pas. Et je me suis dit, comment ça se fait que moi j'ai de la facilité, eux ont de la difficulté à développer, par exemple, leur décodage intuitif. Alors, ça m'a amené donc tout doucement donc, à vraiment me positionner par rapport à comment ça fonctionnait véritablement, ce qu'on appelle l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling, la télépathie, bon, toutes ces techniques finalement qui se rejoignent les unes avec les autres, mais qui sont souvent très mal comprises et qui font qu'effectivement que l'intuition demeure un sujet qui, même s'il est énormément reconnu par énormément de gens, il est très peu compris. Alors, c'est là que ça m'a amené, moi, à développer l'écoute imaginaire, qui est une façon d'utiliser l'imaginaire comme un moyen de voyager à l'intérieur de soi, pour voyager dans notre corps et constater qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui se manifeste à nous sous la forme d'images, de sensations ou de mots, qui ce sont toutes des perceptions imaginaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des perceptions objectives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas témoigner que ces perceptions-là sont réelles, mais on peut par contre reconnaître que ces perceptions-là, même si elles sont subjectives et qu'elles nous appartiennent, peuvent avoir une certaine symbolique, une certaine intelligence, une certaine sagesse qui peuvent être témoignées par un échange qu'on a avec chacune de ces perceptions-là. Et c'est comme ça qu'est née donc l'écoute imaginaire, qui se veut donc une façon d'aborder évidemment l'intuition pour arriver à comprendre comment la développer et comment on peut arriver donc à améliorer notre capacité intuitive. Ça, c'était une première chose. Il y a évidemment ensuite les techniques de déprogrammation qui se sont ajoutées au travail de décodage intuitif. La déprogrammation repose sur le principe de l'intention, de quelle façon que je peux donner à mon corps ou au champ de mon partenaire une information, une intention qui va donc influencer le champ énergétique de façon à l'équilibrer. C'est un peu ça la déprogrammation. J'y reviendrai de toute façon tout au long de la conférence. Et également les soins psycho-énergétiques qui ont pour objectif évidemment que quand je donne de l'énergie à mon partenaire ou quand je donne de l'énergie à moi-même, que je sois attentif à comment mon corps ou comment le corps de mon partenaire va réagir à mesure que ces perceptions ces perceptions énergétiques, ces transferts d'énergie-là vont s'effectuer. Donc l'idée de l'écoute imaginaire, c'est de combiner ces 3 aspects-là de façon à permettre d'une part, une capacité de décoder intuitivement le champ énergétique, notre champ énergétique ou celui de notre partenaire, d'être capable de déprogrammer les mémoires perturbatrices pour les modifier, pour les libérer de leur historique, de leur histoire limitative, et ensuite de favoriser la circulation énergétique grâce aux techniques psycho-énergétiques qui sont enseignées dans le cadre des formations proposées dans la pratique de l'écoute imaginaire. Alors voilà, donc c'est un petit peu l'introduction. Le thème de la conférence, donc, c'est la vie après la vie. Pourquoi un sujet comme celui-ci? J'ai eu envie, en fait, de partager ce que moi, j'ai observé dans ma pratique. Ce qui m'intéressait ici, c'est pas de vous dire, mais voici ce que telle personne a observé, voici telle autre personne, qu'est-ce qu'elle pense, mais de vraiment vous parler de mon expérience. Ça fait quand même 25 ans que je pratique et que j'ai donc effectué des lectures intuitives envers un tas de gens. Des gens qui étaient en santé, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient mourants et des gens, évidemment, qui ont expérimenté la mort et que j'ai pu, effectivement, ensuite suivre par la suite pour faire un soin sur eux.
Donc, ça m'a amené effectivement à développer une compréhension de ce qu'est la vie après la vie, de ce qu'est aussi le processus de la mort, etc., d'un point de vue expérientiel et non pas d'un point de vue strictement théorique que j'ai lu dans des livres, par exemple. C'est bien évident que j'ai pris le temps de regarder ce qui avait été écrit dans les livres pour effectivement observer effectivement s'il y avait des connotations, des ressemblances avec mes observations. Donc, inévitablement, c'est pas je ne suis pas en train de vous dire que je vais vous révéler des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas déjà été reconnues ou identifiées dans d'autres approches, et c'est tant mieux. Ça veut donc dire quelque part qu'on n'est pas, je ne suis pas seul à l'avoir observé, et que effectivement le regard que je vais porter aujourd'hui avec vous est un regard évidemment qui a une certaine similitude avec d'autres regards, mais je vais essayer de vous le présenter évidemment dans un contexte donc très expérientiel, donc dans ma pratique, qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai pu voir tout au long donc de la démarche que j'ai pu effectuer. C'est ça un petit peu qui m'intéressait pour aujourd'hui de vous présenter. Alors donc, si vous voulez bien, on va commencer donc la conférence. Donc je vais changer de diapo pour aborder la conférence comme telle. Donc la première chose que peut-être que j'aimerais vous parler, c'est donc évidemment, avant de parler de la mort, il faut peut-être parler de la vie. Et peut-être parler de la vie, c'est peut-être aussi se rendre compte de comment effectivement la vie prend forme. J'ai eu donc la chance de travailler avec des gens qui étaient donc des femmes qui étaient enceintes, des femmes qui ont donné naissance à des enfants que j'ai pu suivre par la suite aussi, donc très jeunes enfants aussi. Donc ça m'a permis donc de peut-être avoir un regard sur le processus de l'incarnation sur Terre, et que j'aimerais peut-être vous partager donc quelques temps pour aborder cette conférence. Donc, ce que moi j'ai observé, c'est que lorsqu'une personne est dans le ventre de la mère, par exemple avant même qu'il soit né, l'enfant, déjà on observe le potentiel de cet enfant-là. C'est-à-dire que même si l'enfant n'est pas encore né, on peut déjà déterminer assez clairement le type de caractère qu'il aura, le type de dynamique relationnelle qu'il va effectuer avec ses parents, le type de potentiel même qu'il pourrait développer en tant qu'adulte. Donc vous voyez que même si l'enfant n'est pas encore né, même si l'enfant n'est même pas encore développé, parce que là je vous parle donc de la femme enceinte, mais la femme enceinte évidemment il y a des phases dans le processus de la grossesse qui vont favoriser donc le développement d'un fœtus de plus en plus important. Alors moi j'ai pu observer que même au moment où on pouvait se faire dire qu'on était donc dans un processus où on était reconnu comme étant une femme enceinte, on pouvait déjà à ce moment-là identifier des processus de développement de la conscience de l'enfant, même s'il n'était pas encore sous une forme embryonnaire très développée. Donc, ça veut donc dire qu'il y a très rapidement, dans le processus de développement de la vie, en fin de compte, cette conscience qui va prendre forme assez rapidement. Au début, évidemment, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'au début, lorsque l'enfant est peu développé au niveau embryonnaire, il y a quand même une espèce de présence psychique qui est là, qu'on pourrait presque dire que c'est un peu comme si l'enfant attendait que le corps prenne forme pour insuffler dans la matière cette conscience-là qui est là, présente, qui est déjà là, mais qui n'a pas encore pu se manifester dans la matière comme telle. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a vraiment un processus de développement de la conscience qui va nous amener doucement à relater qu'il y a une conscience, pourrait-on dire, supérieure, que je pourrais qualifier une conscience spirituelle, une conscience transpersonnelle, un peu comme l'essence fondamentale de l'individu, qui va tout doucement donc prendre forme dans ce développement de l'enfant au tout début du processus de la grossesse, et qui va progressivement amener doucement des expériences émotionnelles, pourrait-on dire ça comme ça, qui vont déjà donner un indice de comment l'enfant est en train de se développer, psychologiquement parlant, dans sa dynamique émotionnelle, puisqu'il est en interrelation, il faut se le rappeler, avec la mère, même si la mère est dans une relation non consciente avec l'enfant, il se produit quand même des échanges très très intimes et très importants qui s'effectuent durant cette période-là de la grossesse, qui va faire que l'enfant va donc se développer une certaine conscience, et cette conscience-là va déjà être colorée par l'expérience émotionnelle que la mère peut expérimenter tout au long du processus de la grossesse. Cette expérience émotionnelle-là va inévitablement avoir une interaction avec la conscience spirituelle de l'enfant. L'enfant va donc commencer à résonner à ce moment-là avec des mémoires d'autres vies. C'est un peu comme si la conscience supérieure de l'enfant allait, pour s'incarner, s'habiller, pourrait-on dire ça comme ceci, avec des habits. Et les habits qu'il va utiliser sont des habits qui ne sont pas nécessairement reliés à son vécu, puisqu'il n'a pas de vécu, puisqu'il est dans le ventre de la mère. Il va donc aller résonner avec des mémoires d'autres vies qui vont lui permettre donc de tout doucement porter des habits, porter des consciences émotionnelles, qui vont lui permettre donc
de trouver une certaine forme, une certaine prestance dans la conscience embryonnaire de ce qu'il est, et que la mère va pouvoir aussi, donc inévitablement, donc apprendre à accueillir et reconnaître. Et c'est là qu'une dynamique va prendre forme entre l'enfant et la mère. Et cette dynamique-là qui va prendre forme va donc nous donner des indices en tant qu'intuitif, nous donner des indices des processus, des dynamiques inconscientes qui sont en train de prendre forme entre l'enfant et la mère. Même si la père a de relations beaucoup moins étroites avec l'enfant, on peut déjà quand même très bien clairement évaluer les résonances qui s'effectuent entre le père et l'enfant, et par prolongement, on peut déjà voir le potentiel virtuel que l'enfant manifeste dans le développement, dans la relation qu'il aura avec ses parents et dans le développement qu'il pourra avoir en tant qu'adulte éventuellement. Donc, on peut déjà avoir une idée un petit peu du processus qui est en train de se manifester. Et tout ce processus-là, évidemment, mon rôle quand on est un thérapeute intuitif, c'est d'aider les parents à être capables de comprendre la dynamique inconsciente qui est en train de prendre forme pour que les parents soient capables de bien cerner comment l'enfant va réagir, pourquoi il réagit, puisque ces dynamiques inconscientes-là vont colorer la relation, vont colorer donc comment l'enfant va voir les parents, et va amener évidemment donc un regard de l'enfant vers les parents qui ne sera pas nécessairement juste tout le temps. Et les parents pourraient aussi donc réagir à l'enfant et entraîner également des relations qui ne seraient pas nécessairement justes avec lui non plus. Donc le rôle que je vais avoir, ça va être de vraiment favoriser un regard de témoin pour les parents plus spécialement, pour être capable d'accueillir l'enfant lorsqu'il va naître et être capable de témoigner de ce qu'il est et de chercher à comprendre la raison d'être de ses réactions pour l'amener progressivement à atteindre un niveau de maturité, un niveau adulte éventuellement, qui va lui permettre de prospérer sa conscience à un niveau le plus important possible. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on a pu observer, ce que j'ai pu observer dans le processus de développement de la conscience chez l'enfant. Alors lorsque l'enfant va naître, c'est-à-dire que la mère va donc se retrouver dans une position où elle va donner naissance concrètement donc à l'enfant qui va donc être accueilli par une sage-femme ou par un médecin, qu'importe, et qui va donc amener justement cette vie à se manifester dans la dimension terrestre. Il va y avoir également des cycles de développement qui vont être associés à cela. Les cycles de développement, c'est qu'évidemment au tout début, l'enfant et la mère sont étroitement reliés l'un à l'autre, même si l'enfant est devenu un enfant distinct de la mère, l'enfant est incapable de devenir conscient de cette distinction-là, car l'enfant est complètement dépendant de la relation qu'il a avec la mère au départ. Donc, cette relation-là fondamentale va amener l'enfant à avoir un rapport avec sa propre sécurité, puisque la mère va finalement s'assurer que l'enfant puisse justement avoir le maximum de sécurité pour pouvoir arriver tout doucement à se détacher de la mère, à se détacher du père et tout doucement être capable donc de pouvoir voler de ses propres ailes, c'est-à-dire d'apprendre à marcher, d'apprendre à s'approprier la matière autour de lui, apprendre donc à développer une forme de maturation, pourrait-on dire, de l'adulte potentiel qui est en train de se manifester chez lui. Donc, cette étape-là que je viens de vous parler, donc de la sécurité, est vraiment en liaison avec le chakra racine. C'est-à-dire que l'enfant apprend donc tout doucement à trouver une certaine force dans ses jambes et qui va l'amener éventuellement à être capable de se tenir debout et être capable de rester dans une position de gravitationnelle dans laquelle il va être capable d'être dans une position virtuelle, capable de regarder vers le ciel sans tomber. Alors, tout ce processus-là est vraiment en liaison donc avec notre relation avec le chakra racine qui va donc nous permettre de développer une sécurité envers nous-mêmes grâce au fait que nos parents ont réussi à nous apporter cette sécurité-là par leur attention, par leur amour, par leur compassion, par leur envie de prendre soin de soi. Alors évidemment, vous savez comme moi que ce processus-là de sécurité n'est pas toujours adéquat, c'est-à-dire que les parents, par incapacité diverses, vont ne pas toujours être en mesure de répondre parfaitement aux besoins de l'enfant. Il faut bien comprendre aussi que lors de la grossesse, lorsque la mère a l'enfant dans son ventre, il peut se produire des événements où la mère ne se sent pas nécessairement sécure, ne se sent pas dans une position de confiance absolue, etc. Alors, évidemment, l'enfant va absorber ces chocs émotionnels-là et il va donc, à la naissance, être coloré par ces chocs émotionnels-là qui vont l'amener, même si la mère est pleine d'attention et pleine de sécurité, à porter une attention, un regard dans lequel il ne sera pas en mesure de recevoir cette sécurité-là que la mère ou le père aura envie de lui apporter.
Donc, vous comprenez ici qu'il s'agit ici donc d'un regard que l'enfant a, qui n'est pas toujours objectif, qui n'est pas toujours le plus juste possible, mais qui est un regard qui va l'amener, cet enfant-là, à développer un regard sur la vie et une attention sur ce chakra racine-là, qui sera plus ou moins équilibré, dû au fait qu'il sera plus ou moins en mesure de se sentir sécurisé dans cette région-là. Avec le temps, évidemment, l'enfant va développer une maturité plus importante. Il va apprendre à se distinguer de son père et de sa mère. Et par cette distinction-là, il va donc tout doucement donc, développer une conscience de son propre champ énergétique. Il va se reconnaître donc distinct des parents. Et cette distinction-là va l'amener tout doucement à reconnaître ses émotions, de reconnaître qu'il peut avoir donc des envies de manifester une certaine colère, des envies de rire, des envies d'avoir différents états émotionnels qui vont indiquer à ses parents, qui vont indiquer aux gens autour de lui qu'il existe et qu'il est à part entière et qu'il n'est pas obligé de se soumettre à qui que ce soit. Donc, c'est vraiment comme une forme d'individualisation qui prend forme à l'art, et c'est bien évident que cette individualisation, elle est fondamentale pour l'enfant. Et encore là, les parents, normalement, vont être en mesure de l'accueillir, cet enfant-là, pour qu'il puisse trouver sa voie d'équilibre le plus efficacement possible. Vous savez comme moi que ce serait dans une condition idéale. Malheureusement, cette situation idéale-là n'existe pas toujours. Quelquefois, il va se produire des situations où les parents ne sont peut-être pas en mesure de donner à l'enfant cette autonomie qu'il recherche, pour diverses raisons, qui va faire que l'enfant ne va pas être en mesure donc de développer cette individualité-là comme il le souhaiterait. Cette individualité-là est étroitement en relation avec le chakra sacré, qui est le deuxième chakra, qui concerne véritablement notre relation avec nous-mêmes, notre identité, notre capacité donc à nous reconnaître dans notre différence, dans nos états émotionnels, etc., etc. C'est donc d'être dans notre univers en quelque sorte. Et cet univers-là, pour qu'il puisse être bien vécu, mais il faut effectivement que nos parents soient capables de nous donner le droit de porter un regard sur soi assez important pour qu'une forme de narcissisme se développe et que l'enfant puisse ressentir effectivement une forme d'attention sur lui-même suffisamment importante pour qu'il se sente bien à reconnaître ce qu'il est. Alors ça, c'est une deuxième étape fondamentale dans le développement de l'enfant, qui va nous amener progressivement à une troisième étape essentielle, qui est reliée donc au chakra solaire, donc au troisième chakra, et qui va nous amener donc à ce que l'enfant reconnaisse qu'il a donc un certain talent, certaine puissance, certaines forces, certaines compétences que d'autres n'ont pas. Même si c'est pas vrai. Il faut bien savoir que les parents, quelquefois, peuvent très fortement vanter un enfant à un point tel que l'enfant va s'imaginer meilleur qu'il ne l'est. Par contre, l'enfant a besoin de se sentir valorisé, a besoin de sentir qu'il y a un certain pouvoir envers lui et envers son entourage, de sentir qu'il a donc un certain talent, certaine habileté que d'autres n'ont pas. Par exemple, un petit garçon peut courir plus rapidement que d'autres. Il va donc ressentir un certain pouvoir d'être cela. Il va peut-être constater que ça va lui apporter une certaine reconnaissance, une certaine admiration de certaines personnes, qui va l'amener à prendre conscience donc de ce que c'est effectivement que cette volonté que chacun d'entre nous avons de nous reconnaître, mais aussi d'être reconnu par notre entourage et d'être valorisé par celui-ci, par cette capacité que nous avons de nous affirmer. Alors, courir plus rapidement que d'autres, c'est une façon de s'affirmer. Dans d'autres cas, par exemple, la beauté peut être une autre façon de s'affirmer. Des exemples très caricaturaux, mais une jeune fille, un enfant, à qui on attribue une beauté exceptionnelle, va inévitablement constater que cette beauté exceptionnelle est un attribut intéressant, puisqu'elle va développer, sans le vouloir, une certaine forme d'aisance grâce à cette beauté-là. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir bénéficier d'un pouvoir, le pouvoir d'être belle, pour pouvoir influencer son entourage. Alors tout ça, ce sont des éléments, évidemment, qui se font d'une façon très instinctive, qui ne sont pas attribuables à des compétences ou à des qualités humaines véritables. Elles sont simplement reliées à des compétences physiques ou des compétences, des chances, finalement, héréditaires, pourrait-on dire ça comme ça, qui vont faire que l'enfant va pouvoir justement bénéficier d'une certaine puissance qui va l'amener donc à vouloir avoir un impact sur son entourage de diverses façons. Alors évidemment, d'autres enfants vont constater que quand ils se mettent en colère, par exemple, ils ont un certain pouvoir sur leurs parents, donc ils vont apprendre à être dominants envers eux, puisqu'ils vont comprendre qu'en étant comme ça, ils peuvent donc avoir un impact sur leurs enfants. Alors vous voyez que c'est tous des processus qui nous amènent donc tout doucement à développer une certaine forme de compréhension des cycles de la vie, dans lesquels l'enfant va donc continuer sa maturation, va donc développer au niveau du chakra du cœur
cette capacité qu'on a tous à développer, qui est de se dire, ben voilà, je m'aime tel que je suis. Alors, je m'aime tel que je suis, c'est qu'on arrive à une étape d'adulte à ce moment-là, c'est-à-dire que je suis capable de reconnaître que j'ai des besoins de sécurité qui sont en moi, qui sont particuliers à moi. J'ai des besoins émotionnels, des besoins d'identité, de me reconnaître, qui sont propres à moi. J'ai des besoins de m'affirmer, qui sont évidemment propres à moi aussi. Et évidemment, cette capacité que j'ai d'être qui je suis m'amène à me connaître, m'amène à accepter qui je suis et à m'aimer. Et ça, c'est le chakra du cœur qui va nous permettre d'arriver à cet amour de soi qui est fondamental, puisque c'est l'acceptation de notre individualité. C'est-à-dire que lorsque je m'incarne sur Terre, je suis confronté à être un élément étranger avec moi-même, qui ne se connaît pas nécessairement, et avec le temps, je vais apprendre à me connaître, à me découvrir et à m'accepter de façon à ce que je puisse devenir un adulte qui va s'apprécier, qui va s'aimer. Alors ça, c'est vraiment le développement du chakra du cœur qui va permettre cette relation d'amour avec soi, qui va nous amener aussi à être capable de se dire, mais comme je m'aime, je peux maintenant partager l'amour que j'ai pour moi-même envers mon entourage, en apportant à mon entourage un certain regard de qui je suis et de ce que je pourrais amener à la société. Alors c'est là qu'on va s'inclure socialement parlant comme un adulte qui va avoir envie effectivement de partager sa vie, de partager ses compétences pour permettre tout doucement à une forme d'épanouissement de se développer. Alors ça, c'est vraiment les sphères qui sont vraiment reliées donc au chakra du cœur et à l'âge adulte, qui commence donc effectivement à trouver sa place dans la société et qui va nous amener tout doucement à développer ce que j'appelle le chakra donc de la gorge, le développement du chakra de la gorge, dans lequel on va commencer à reconnaître justement que nous avons en tant qu'adultes une certaine façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses nous amène à une forme de créativité. Je pourrais devenir un inventeur, je pourrais regarder la vie avec des yeux différents, avec un regard différent, qui m'amènerait à vivre une vie qui est marginale, qui est propre à moi, qui est distincte de comment moi je vois les choses. Donc je me sortirai un petit peu des sentiers battus pour être capable donc de faire une vie qui me ressemble et qui correspond à ce que moi j'ai envie d'être réellement. Donc il y a une forme de créativité là-dedans, une forme d'individualisation aussi qui est là et qui n'est pas commune à tous les êtres humains. C'est-à-dire que lorsqu'on aborde les chakras supérieurs, qui commencent par le chakra de la gorge, on constate que ce n'est pas tous les êtres humains d'une part qui s'aiment, première chose, et d'autre part qui sont capables d'assumer assez d'amour pour eux-mêmes pour faire des choix particuliers dans lesquels ils vont se priver de reconnaissance, parce que si on fait des choses qui sont différentes, c'est pas tout le monde qui va nous applaudir. Il y a un certain nombre de personnes qui vont porter un regard de jugement envers nous. Donc c'est ça qu'on va observer à travers le chakra de la gorge, mais en même temps l'individualisation est tellement forte dans cette région-là qu'on se permet effectivement de trouver une vie qui nous est propre, être marginal, créatif, inventif, faire les choses de notre façon, dans notre vision du monde que nous avons et que nous avons envie de valoriser. C'est vraiment l'expérience du chakra de la gorge, qui est donc une expérience de maturité qui n'est pas atteinte par tout le monde, mais qui est un objectif ultime pour chaque être humain d'arriver à cette forme d'individualisation qui nous rapproche sans doute d'une mission de vie plus en harmonie avec la couleur fondamentale de notre individualité. Tout doucement, donc, le développement de notre individualité va se poursuivre. Nous allons développer avec l'âge, à des niveaux différents pour chacun, notre éveil du chakra frontal, qui va nous amener, donc, avec l'expérience de la vie, à développer une genre de conscience, une connaissance de la vie, une forme de sagesse, qui va nous amener à développer une position de témoin. La position de témoin, c'est quoi? C'est la position de l'être humain qui observe la vie et qui comprend quelque part que la vie a une certaine règle, une certaine loi. Je suis capable de l'observer comme un témoin et qui est capable donc de pouvoir être un bon conseiller parce que justement, je regarde la vie et je ne suis pas en combat avec elle, je comprends ce que la vie me propose et j'apprends donc à en comprendre la signification et à réagir harmonieusement avec elle, de façon à ce que je puisse effectivement lui tendre la main et collaborer avec elle plutôt que de me battre avec elle. Donc c'est l'être de sagesse qui atteint une certaine maturité, un certain âge, qui a compris des choses et qui n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs qu'il a pu répéter lorsqu'il était jeune. Donc c'est la beauté de l'âge qui fait qu'on va donc utiliser notre énergie d'une façon plus constructive, plus évolutive, plus intéressante, de façon à ce qu'on puisse trouver une satisfaction plus importante dans notre regard sur la vie, puisqu'on va avoir vraiment une position donc d'observateur qui comprend les choses, qui va donc devenir un conseiller, un sage, qui va donc être en mesure de vraiment dire aux gens qui sont peut-être plus jeunes leur point de vue, parce qu'ils ont compris des choses, et pouvoir donc effectivement transmettre cette connaissance-là à d'autres êtres humains qui vont être en mesure de bénéficier de cette sagesse-là. Alors c'est souvent la position de l'être plus âgé qu'on a peut-être perdu socialement parlant aujourd'hui, parce qu'à une certaine époque, l'être âgé avait une reconnaissance, il était reconnu comme un sage.
Aujourd'hui, on a perdu un peu cette notion-là, c'est-à-dire que le sage, l'être âgé, n'est plus perçu comme un sage, il est souvent perçu comme un être moins performant, moins compétent, moins à hauteur. Donc, on va un petit peu le tasser en essayant donc de lui faire comprendre qu'il n'est plus du tout dans le mode de fonctionnement qu'il devrait avoir, puisque dans la société, il faut fonctionner d'une certaine façon et un certain rythme. Donc, souvent, malheureusement, les personnes âgées ou les personnes qui ont une certaine sagesse, qui ont une certaine expérience de la vie, qui ont compris à quelque part que le rythme de la vie incessant n'était pas nécessairement essentiel pour être performant, justement, mais justement, la société veut tellement cette performance-là qu'on n'a pas entendu ou écouté tant que ça cet être de sagesse qui est l'être d'expérience de la vie et qui commence à avoir un certain âge. Évidemment, par la suite, il y a donc cet éveil spirituel qui continue à remonter vers le chakra du sommet de la tête, le chakra couronne, qui lui va nous mettre vraiment dans une position d'ouverture vers l'expérience justement de la vie après la vie. C'est-à-dire qu'avec l'âge, on apprend à reconnaître que la vie j'allais dire ça comme ceci, la vie est une illusion. La vie est une illusion, c'est-à-dire que je comprends que la vie n'est pas la finalité de toute chose. Je comprends que derrière la vie, il se trouve quelque chose de peut-être plus grand que moi. Et que cette capacité que j'ai de reconnaître cette dimension spirituelle m'amène tout doucement donc à élargir mon champ de conscience de façon à être capable d'envisager qu'après la mort, je serai quelque chose d'autre et que finalement, je peux même envisager d'apprivoiser la mort avant même de mourir, puisque je suis capable de sentir quelque part cette expérience spirituelle qui fait que ma conscience, en tant qu'être humain ayant un corps physique, n'est pas la limite de toute chose, je ne suis pas limité à ça. Je sais que je suis autre chose que ça. Donc c'est là évidemment qu'on va se détacher de la réalité terrestre et qu'on va envisager effectivement de faire une vie plus en accord avec les valeurs profondes que l'on a et effectivement, sans doute, être plus apte à se préparer justement au grand voyage, pourrait-on dire, en acceptant l'idée que justement derrière la vie se cache quelque chose de plus grand et qu'en accueillant ce plus grand, il est peut-être possible de vivre encore plus intensément finalement sans le corps physique qui est une imitation en quelque sorte terrestre. Donc vous voyez que justement tout le processus donc de la vie va nous amener donc à la naissance, à un développement qui va nous amener à explorer ou expérimenter les 7 niveaux de conscience qui vont nous amener donc à se préparer à la toute fin à l'expérience de la mort, qui est une expérience justement qui est libératrice, puisque le corps physique est devenu peut-être un peu plus âgé, un peu plus vieux, moins performant, et à ce moment-là, évidemment, il devient en quelque sorte un obstacle, et c'est là évidemment que l'expérience de la mort va se manifester lorsque la conscience justement n'est plus apte à demeurer présente dans ce corps terrestre-là, puisque le corps terrestre n'est plus en mesure de fonctionner adéquaissances pour que la conscience demeure. C'est là que le processus de la mort va prendre forme et qu'il va se manifester. Alors voilà, ça c'est un petit peu pour vous présenter les naissances et les cycles de vie. On va passer à la diapo suivante. Alors, je vais vous faire part un petit peu de ce que j'ai observé, moi, par rapport au retrait de la vie. Je vais m'expliquer, quand je vous parle de retrait de la vie, qu'est-ce que ça veut dire. C'est que, dans ma pratique, inévitablement, on est confronté à des gens qui sont malades et qu'on essaie de soigner, évidemment, et dans certains cas, on arrive à des résultats exceptionnels, des gens qui ont une certaine dévitalisation, une certaine désorganisation, une certaine fatigue, certains problèmes énergétiques importants, et par les soins, par le décodage intuitif, par la déprogrammation, on va parvenir à renverser la situation de façon à ce que le corps renoue contact avec la santé. Alors ça, c'est évidemment des petits miracles, pourrait-on dire, qui sont toujours très satisfaisants et qui sont toujours très miraculeux. C'est beau de voir la vie reprendre sa puissance dans le corps physique d'un être humain qui se trouvait dans une position de maladie. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est une belle expérience, qui est très valorisante, inévitablement, pour une personne comme moi, même si je sais que le travail que je fais n'est simplement qu'une porte d'entrée. C'est que j'ouvre la porte et j'aide la personne simplement à rentrer dans l'espace qui est retrouvé quelque part son espace de vitalité. Et cet espace de vitalité, lorsqu'il est retrouvé, la personne renoue contact avec elle, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de miraculeux à chaque fois. Malheureusement, évidemment, il se produit certaines situations où la personne, c'est comme si effectivement elle n'était plus apte à la vie. Avant même qu'elle soit mourante, avant même qu'on ait pu envisager qu'elle pourrait mourir, il y a comme des signes qui laissent croire que la conscience de l'individu n'est plus là. C'est-à-dire qu'on a déjà des signes qui font croire que la personne ne pourra pas
vivre à long terme comme si son corps le savait déjà. Alors, j'ai souvent observé, et ça m'est arrivé dans quelques reprises dans ma carrière, c'est pas arrivé centaines de fois, c'est quand même arrivé quelques fois, que des gens venaient me voir avec des problèmes de santé qui sont plus ou moins importants. Et ces gens-là, quand j'entreprenais le travail intuitif avec eux dans leur champ énergétique, la première chose que j'observais, c'est un peu comme si leur conscience me disait « Arrête, ça ne sert à rien, je vais mourir ». Alors évidemment, moi, mon rôle là-dedans, ma position a toujours été la même, c'était de dire je vais faire tout ce qu'il faut pour renverser cette façon en quelque part que la conscience a de regarder la situation. J'ai toujours fait ça, j'ai donc toujours travaillé dans le sens de dire, voilà, on va essayer de renverser la situation en se donnant un maximum de chance pour permettre à l'individu qui était consciemment désireux de vivre, de lui donner les meilleures conditions pour le faire. Sauf que dans le concret, dans l'expérience de la vie, chacune des situations où j'ai pu percevoir que le champ énergétique semblait me dire, je ne suis plus capable, je vais arrêter, je ne vais pas vivre, dans chacune des occasions, il y a eu un décès. C'est-à-dire des décès dans la majorité du temps, dans 95% du temps, des maladies, des morts assez rapides, plus rapides que ce que la médecine, par exemple, pouvait avoir envisagé. C'est-à-dire que l'individu semblait donc avoir accepté de mourir et que cet accord, cette acceptation-là, l'amenait tout simplement à se dire, mais voilà, moi j'accepte de mourir, j'accepte de lâcher prise, mais consciemment, je veux vivre, parce que la personne me disait, je veux vivre consciemment, mais c'est comme si son corps, lui, n'avait plus, effectivement, avait déjà lancé un peu la serviette, avait déjà fait un petit peu le processus de retrait de la vie, c'est-à-dire que je pouvais observer que la conscience était donc moins réceptive à l'idée de vivre, moins réceptive aux soins que je pouvais lui apporter, et qu'il y avait donc tout un travail de négociation qui devait être fait pour l'amener progressivement, cette conscience-là, à accepter peut-être le soin que je pouvais lui apporter. Mais dans tous les cas, évidemment, la conscience a toujours été finalement très très proche de l'expérience de la mort, très très proche d'une expérience justement donc de ne pas accueillir pleinement le soin qui était apporté. Donc je peux vous donner un exemple de ça. J'avais une personne qui était venue me voir, qui avait donc une maladie qui était le cancer, et qui vient me voir, me disant, écoute, on vient de m'annoncer que j'avais le cancer, j'aimerais ça que tu me fasses des soins, etc. Et donc, cette personne-là était relativement jeune, une quarantaine d'années, était relativement bien portante, donc elle avait une certaine santé. Et là, ce cancer-là s'est développé. Il était dans une phase qui était donc toujours possible de soigner. C'était pas une phase terminale d'aucune façon. C'était une phase de cancer qui commençait. Et quand j'ai commencé à faire le soin chez cette personne-là, la première chose que j'ai observée, c'est la résistance de la conscience de l'individu, inconsciemment évidemment, puisque consciemment elle voulait être guérie, elle voulait qu'on la soigne, mais inconsciemment, la première chose qu'elle me disait, c'est « je n'ai pas envie de vivre ». Et je lui demandais pourquoi, je faisais des déprogrammations, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour essayer de donner au corps tout ce qu'il fallait pour qu'il fonctionne, pour qu'il puisse vivre. Et dans ce cas-ci, la personne continuait à me dire « non, arrête, je ne veux plus vivre ». Et évidemment, c'est avéré que cette personne est décédée une semaine plus tard, alors que finalement, il n'y avait aucune raison que cette personne décède une semaine plus tard, puisqu'effectivement, tout semblait être sous contrôle, le point de vue médical, j'entends évidemment. Et évidemment, ça a été une expérience qui m'a quand même questionné, parce que c'était peut-être la première fois que ça se produisait dans ma carrière, une situation comme celle-là. Et par la suite, j'ai eu la possibilité de constater que ce processus-là, lorsqu'il était présent, cela entraînait une répétition. C'est-à-dire que les gens avaient tendance à mourir dans des délais de temps assez courts lorsque ça se produisait. Plus récemment, j'ai eu un enfant qui a eu une situation un peu similaire à celle-là, où j'ai eu un peu la même impression, la même information qui était présente, et cette personne-là quand même restait en vie pendant plusieurs mois par la suite. Donc j'ai fait des soins pendant tous ces mois-là pour essayer donc de la soigner, cette personne, pour essayer donc de l'aider au maximum. Mais inévitablement, c'est la mort qui est venue chercher cet enfant, qui était un enfant qui avait donc une maladie assez grave et qui donc a été décédé. On n'est pas parvenu justement à renverser la situation. Donc en fait, ça m'est jamais arrivé de pouvoir renverser une situation lorsque ce phénomène-là se produit. Mais comme je vous dis, je ne pars pas du principe que parce que c'est là, c'est final. Je cherche toujours à travailler main dans la main avec mon partenaire pour favoriser la santé, pour favoriser effectivement la guérison. Mais jusqu'à maintenant, ce que j'ai observé, c'est qu'il semble que lorsque ce retrait de la vie est présent dans le champ énergétique, il semble jusqu'à maintenant, en tous les cas,
qu'à ce moment-là, ce retrait de la vie est un retrait quelque part important et que même si la personne peut vivre pendant un certain laps de temps, ce retrait de la vie est marquant et c'est quelque chose qui va finalement favoriser donc tout doucement le processus de la mort qui va en résulter par la suite. Alors donc ça c'est vraiment été la grande chose que j'ai pu observer concernant cette idée du retrait de la vie, c'est qu'il y avait donc ce phénomène-là, c'est qu'une personne qui avait donc une certaine vitalité, une certaine relative santé, malgré qu'elle soit malade, elle avait effectivement donc, comme dans son champ énergétique, des informations qui semblaient indiquer qu'elle n'était plus en mesure de pouvoir poursuivre. Donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant à noter, puisque ça veut donc dire justement que quelques mois même, que même ça peut être quelques années, on peut envisager justement que dans certains cas, il y a des traces de ces éléments-là qui sont présents, de conscience, qui sont en préparation de la mort. Je pense entre autres à une personne qui était atteinte du sida, en fait qui était séropositive, mais quand elle venait me voir, dans le temps qu'elle était séropositive, déjà il y avait plein de signes qui indiquaient qu'elle se préparait à la mort. Dans son champ énergétique. Consciemment, elle ne faisait absolument rien qui laissait croire ça, mais dans son champ énergétique, dans son niveau de perception interne, il y avait plein d'éléments qui laissaient croire qu'elle se préparait à mourir et elle avait donc une conscience, le corps avait une conscience qu'il était condamné en quelque part. Donc, je ne vous dis pas que c'est dans tous les cas, dans toutes les maladies, parce qu'en fait, c'est pas arrivé si souvent que ça dans ma pratique que ces phénomènes-là se sont produits. Ça veut donc dire que des gens très malades, on peut donc avoir cet espoir que la vie, c'est pas que cette personne est malade, que la conscience a dit stop, j'arrête tout. C'est pas vrai. Ça arrive quelquefois que, effectivement, une forme de conscience qui est là, qui semble avoir comprise que la vie était terminée et qui est déjà donc dans un processus de retrait. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, quelqu'un qui est malade autour de vous, ça ne veut pas dire qu'il faut la condamner. Ça veut au contraire dire qu'il faut justement que cette personne-là porte une attention dans son propre monde intérieur pour apprendre à nourrir, un peu comme un jardin. Un jardin, c'est que souvent quand on est malade, notre jardin, c'est complètement, on l'a oublié, on n'en a pas pris soin. Donc certainement qu'il faut apprendre à porter de l'attention sur ce jardin intérieur de soi pour apprendre justement à faire en sorte qu'il renoue contact avec une forme de vitalité et qu'il redevienne fleuri. Alors, c'est bien évident que s'il redevient fleuri, ce jardin intérieur-là, il y a de fortes chances, évidemment, que même si on peut être malade, on puisse peut-être effectivement être dans des conditions favorables à la vie. Et quand je dis conditions favorables à la vie, je pense évidemment à la vie terrestre, vivre plus longtemps sur Terre, mais je pense aussi à une vie qui est au-delà du corps physique, au-delà de la matière, et qui nous amène peut-être à considérer que cette vie-là vaut peut-être plus la peine d'être vécue que celle que l'on vit sur Terre. Donc, ce processus-là sont des réalités, quelque part, que j'ai pu observer dans ma pratique. Le processus de la mort, maintenant, c'est un élément qui, évidemment, encore une fois, que j'ai pu assister. Mes parents sont décédés, mon père et ma mère. Ma mère, j'ai pu donc la suivre lors de son décès. J'ai pu également le faire avec d'autres personnes, dans d'autres circonstances. Et je vous fais part, évidemment, des conclusions, pourrait-on dire, que j'ai pu observer tout au long de ces expertises-là, de ces expériences-là, de ces observations-là que j'ai pu faire lors de ces étapes-là. Donc, le processus de la mort. Donc, la personne sort de son corps par le biais du sommet de la tête. Alors, évidemment, la personne, c'est la conscience de la personne qui va sortir de son corps. C'est vraiment, lorsqu'une personne décède ou est dans un processus de préparation à la mort, il y a vraiment souvent, en tous les cas, un phénomène énergétique qui est présent. D'une part, une dévitalisation importante de son énergie vitale, qui est un peu comme un affaissement énergétique, un peu comme si la personne avait toute son énergie au niveau de ses pieds. Okay? Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est inerte, c'est comme amorphe, c'est comme quelque chose comme un amas énergétique sans vie. Et le haut du corps, dans le sommet de la tête, donc, une concentration énergétique comme si la personne était en train, effectivement, de quitter son corps, de l'abandonner progressivement. Et ça va être quelque chose qui va s'observer dans le processus qui tend vers le haut du corps, donc aller vers le sommet de la tête. Alors ça, c'est quelque chose qui a été que j'ai observé. Et évidemment, on doit se rappeler que dans certaines circonstances énergétiques, par exemple, les gens qui ont très peu d'ancrage, on observe un peu un phénomène comme celui-là. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'une personne est en train de mourir si elle a beaucoup d'énergie dans le haut de son corps. Mais évidemment, dans le processus de la mort, on voit quelque part que le corps, lui, semble inerte, semble sans vie, et que toute la conscience, toute la vie, quelque part, c'est comme accumulé dans le haut du corps, et comme si, effectivement, la personne était prête à quitter le corps, à quitter la vie dans le corps pour l'amener ailleurs.
C'est un peu le phénomène qu'on peut observer à ce moment-là. Évidemment, donc, à travers ce processus-là, évidemment, lorsque la personne va quitter le corps et va donc décéder, elle va donc finalement se retrouver dans une forme de désidentification de son corps physique, c'est-à-dire qu'elle va apprendre progressivement à ne plus être identifiée au corps physique, ne plus être identifiée à la conscience énergétique de ce corps physique-là, pour progressivement, effectivement, abandonner donc cette réalité terrestre, qui est son corps physique, une réalité énergétique qui est son champ énergétique, pour accéder tout doucement à une forme de désidentification de la dimension émotionnelle et psychologique qui est associée à son champ énergétique. Il faut comprendre que lors du développement de l'enfance et de l'adulte, dans notre champ énergétique, nous allons accumuler une somme d'informations qui va être vraiment en relation avec tout le processus que je vous ai décrit. C'est-à-dire que lorsque l'enfant naît sur Terre, il va donc accumuler donc, des expériences de vie qui se sont accumulées donc, dans l'expérience de la grossesse, dans l'expérience des résonances avec d'autres vies qui se sont manifestées, dans l'expérience de l'enfant en relation avec ses parents, dans l'expérience de l'enfant qui va donc se développer comme un adulte et qui va être en interaction avec une foule d'êtres humains tout au long de sa vie. Alors, tout ce processus-là va amener dans le champ énergétique de cet individu-là un enregistrement d'informations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une expérience négative se vit, ou souffrante, ou douloureuse, l'individu inconsciemment va s'en extirper, c'est-à-dire qu'il va la rejeter, s'en dissocier. C'est un peu comme si elle allait prendre l'énergie de tristesse qui est en lui et la mettre à l'extérieur de lui en se disant « je n'en veux pas ». Donc, ce phénomène-là va entraîner à ce moment-là, dans le champ énergétique, des traces énergétiques, des traces d'informations mémorielles qui vont représenter donc de l'énergie vitale, mais qui vont également représenter des états émotionnels. Tout ce processus-là, évidemment, de mémorisation de l'information dans le champ énergétique va donc créer une perception de notre réalité qui va être colorée par ce regard que nous avons développé tout au long de notre vie. Alors, évidemment, je vous ai parlé de tristesse, d'expériences négatives, d'expériences difficiles, mais évidemment, toutes les belles expériences que l'on a pu accumuler vont aussi s'enregistrer dans le champ énergétique et vont donc développer une contrepartie entre le volet plus positif, plus évolutif, pourrait-on dire, et le volet peut-être plus limitatif, plus blessant qui a pu se vivre tout au long de notre vie. Alors, évidemment, tout ça va faire que nous allons avoir accumulé une certaine somme d'informations dans notre champ énergétique et que cet ensemble d'informations-là va faire que nous allons devenir comme un aimant qui va attirer à nous des êtres humains qui vont être en résonance avec ce champ énergétique-là. Et c'est ça qui va nous amener donc tout doucement à rencontrer des gens d'une certaine couleur, d'une certaine vibration, d'une certaine sensibilité et qui vont nous obliger sans doute également à devoir constater que ces relations-là ne sont pas là dues au hasard, mais qu'elles sont là pour nous faire avancer et faire progresser. Je vous raconte tout ça pour évidemment vous ramener au processus de la mort, puisque lorsque la personne va décéder, elle va avoir donc, avant sa mort, réussi à faire un genre d'épuration de l'expérience de son champ énergétique, elle va avoir fait la paix avec certaines expériences et elle va être encore sans doute en conflit avec certaines autres. Lorsqu'elle décède, et qu'elle se retrouve dans le monde psychique, elle se retrouve finalement dans cet univers psychique dans lequel il y a des expériences qui ont été positives qu'elle a pu expérimenter et des expériences qui ont été moins heureuses. Et c'est là évidemment qu'il y a un phénomène d'épuration psychique qui va être possible de faire pour cette personne-là, c'est-à-dire qu'elle va avoir la possibilité de revivre des événements, des expériences émotionnelles qu'elle a pu vivre toute dans sa vie ou dans son enfance, etc. Et donc de pouvoir faire un travail de nettoyage pour accéder justement à un détachement, un dégagement émotionnel de tout cela, un peu comme si on prenait un sac de poubelle et on se disait, mais voilà, ce sac de poubelle-là, j'en ai plus besoin, je le mets à poubelle et je le laisse aller parce que j'ai pas besoin de ça. Alors quand on se désidentifie du monde du psychisme, c'est un peu comme si on se libérait de sacs de déchets émotionnels qu'on n'avait plus besoin, puisque là où on allait, on n'était plus justement en train de vibrer avec ces émotions-là. Bien évidemment, cet univers psychique n'est pas facile, surtout lorsqu'on n'est pas préparé à la mort, il n'est pas facile de se détacher de ce qu'on a été psychologiquement parlant, puisque c'est le seul moyen pour nous de nous définir dans le monde de la mort, c'est encore quand même de s'identifier en se disant, ben oui, moi, c'est mon nom c'est Sylvain, je vivais à telle époque, je suis mort de telle façon, mais j'ai encore vécu une expérience émotionnelle, un attachement aussi avec des êtres humains qui vont faire que je vais peut-être entretenir ce lien avec mon entourage qui se trouve encore vivant et ce lien avec mes souvenirs, mes expériences émotionnelles qui vont peut-être effectivement m'amener progressivement à entretenir d'une certaine façon un lien avec
avec qui j'ai été, donc avec le passé, avec ce que je ne suis plus, avec le fait que je sois mort. Je vais garder un lien avec cette idée que je ne suis peut-être pas encore mort, puisque je veux garder en vie tout ce que j'ai été dans le passé. Alors ce processus-là, évidemment, il va se faire à travers un rythme et un laps de temps plus ou moins long, c'est-à-dire que l'épuration émotionnelle va se faire selon notre habileté, notre conscience, être capable de conscientiser effectivement cette envie que nous avons de nous libérer émotionnellement parlant de tout ce processus-là. Donc, tout ce phénomène-là va se faire, donc, selon chacun. Alors, évidemment, moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui se sont suicidés. Bien évidemment, des gens qui se sont suicidés, lorsqu'on regarde le travail d'épuration émotionnelle qui est à faire, vous comprendrez qu'il y a un travail beaucoup plus lourd, puisque le suicide est souvent provoqué par des profondes blessures émotionnelles, des douleurs émotionnelles incroyables, qui fait qu'on n'est pas capable d'y faire face dans la vie de tous les jours, parce que la vie nous reflète des choses qui nous donnent trop de douleur. Donc, en se suicidant, on a l'impression qu'on va s'en sauver. Sauf qu'en retrouvant le processus de la mort et en reconnectant avec notre monde psychique, on va retrouver quelque part les mêmes pièges, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. Donc, inévitablement, des fois, on parle de la vie après la vie en se disant, il y a le bas astral, le haut astral, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes-là, c'est des termes ésotériques, mais où on dit justement, ou l'enfer et le paradis, en fait, c'est qu'à la mort, il y a des gens qui vont se retrouver dans l'enfer. Et l'enfer, pour moi, c'est simplement cet univers psychique qui n'a pas été apprivoisé. Alors, si je n'ai pas apprivoisé mon univers psychique, je meurs et je me retrouve dans un bagage d'informations que je n'ai pas appris justement à gérer, que je n'ai pas appris à gérer, que je n'ai pas appris à m'harmoniser avec. Donc, je suis en énorme conflit avec tout ça, en énorme souffrance avec tout ça. Donc, je vais me retrouver effectivement en conflit et en douleur avec tout ce processus émotionnel-là. Et cela va durer un certain temps, tant et si longtemps que je ne serai pas capable de parvenir à me dégager émotivement parlant de cette douleur, de ces souffrances que j'aurai accumulées tout au long de ma vie. Donc, vous comprendrez que le travail de désidentification de l'univers psychique va nécessiter évidemment qu'il y ait ce travail d'épuration émotionnelle qui va se faire. Alors, si j'ai rien géré dans ma vie, j'ai plein de problèmes, plein de conflits émotionnels avec moi-même que j'ai pas appris à gérer et avec les autres êtres humains, il est probable que la première phase de mon travail de désidentification, ce sera effectivement de faire du ménage émotionnel pour apprendre donc à me libérer émotivement parlant de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs-là, pour être capable donc de pouvoir justement progressivement me détacher de toutes ces souffrances-là pour accéder à un univers évidemment qui sera plus léger, plus libre, dans lequel je pourrai accéder à d'autres facettes de mon être. Donc ça, c'est une des premières phases. Donc les phases les plus lourdes, ce sont les gens qui ont évidemment moins bien géré leurs émotions. Les gens qui sont suicidés, évidemment, vont vivre des choses difficiles, mais les gens qui ont des gros conflits émotionnels, ils sont décédés. Bon, par exemple, la maladie. D'une façon générale, on sait que la maladie est associée à des problématiques psychologiques. Ils sont aussi reliés à des problèmes physiques, énergétiques et psychiques. Donc c'est évident que lorsqu'on décède, cette problématique psychique va se refléter de nouveau. Et si on est trop identifié à elle, on va reproduire les mêmes mécanismes de défense, les mêmes dynamiques émotionnelles pendant un certain temps, tant et si longtemps qu'on ne sera pas capable d'arriver justement à se dégager, à se détacher. Alors tout ce processus-là, évidemment, est quelque chose dont on doit tenir compte quand on parle de préparation à la mort. Qu'est-ce que c'est que se préparer à la mort? C'est sans doute porter une attention sur ce qui anime notre champ énergétique. Alors, ce qui anime notre champ énergétique, évidemment, c'est une somme d'informations que nous avons enregistrées tout au long de notre vie et que si nous ne sommes pas parvenus à faire du ménage à l'intérieur d'elle, nous sommes complètement prisonniers de celle-ci. Alors, plus nous sommes prisonniers de celle-ci, plus nous allons devoir faire un travail d'épuration profond pour pouvoir s'en détacher et s'en libérer. Plus nous avons fait un travail de connaissance de soi, où nous avons appris à faire du ménage à l'intérieur de nous-mêmes et que nous sommes en paix avec soi-même, mais plus évidemment, la mort sera plus facile parce qu'on aura donc reconnu que le bagage émotionnel qu'on traîne avec soi n'est plus un bagage qui nous appartient, c'est un bagage qu'on a géré, les dossiers sont clairs, on n'a plus à faire du gros travail pour les mettre au clair justement, donc on peut passer à autre chose. Alors plus on arrive à faire ça, plus c'est facile de se détacher de cette structure émotionnelle et psychique se trouvant dans cette dimension. L'autre chose qu'on va découvrir à travers cette désidentification du psychisme, c'est qu'on a donc parlé de l'enfer, qui est donc finalement relié, donc d'une part avec notre expérience émotionnelle qui a été plus ou moins bien gérée. On a également des croyances
Les croyances, bien évidemment, c'est que si je suis convaincu, par exemple, qu'être égoïste m'amène directement à l'enfer, parce que la religion, c'est ce qu'elle m'a enseigné, et que j'ai été égoïste dans ma vie, bien évidemment, j'ai un jugement que je porte vers moi-même qui entraîne évidemment la construction, la réalisation d'un enfer, que je vais me donner, je vais me créer inconsciemment, parce que justement, j'ai besoin de passer par une étape d'épuration, encore une fois, pour me libérer de cette croyance, de ce jugement que j'ai envers moi-même. Alors, on comprendra encore là que l'élément des croyances devient important, que quand on croit en certaines façons de voir la réalité, on va, dans ce monde psychique-là, refléter cette réalité-là et on va la vivre. Et évidemment, ça pourrait créer donc des enfers qu'on pourrait qualifier donc des enfers artificiels, c'est-à-dire créés de toutes pièces, mais qui sont nécessaires, encore une fois, pour purifier et se détacher émotivement parlant de certaines croyances qui ne sont pas nécessairement justes, mais à laquelle on est tellement convaincu qu'elles existent, qu'elles sont justes, on va donc les vivre et les subir par le sommeil. Donc ça, c'est une autre facette qui va être observée dans la pratique du processus de la mort qu'on a observé, que j'ai pu observer que certaines personnes, d'ailleurs, après la mort, vont se retrouver dans des positions d'enfer qu'elles vont créer, soit par leur conflit émotionnel qu'ils n'ont pas suggéré, ou encore par des croyances religieuses ou spirituelles qu'elles ont pu développer tout au long de leur vie et qui n'ont pas été en mesure de gérer. Donc, il fallait qu'ils passent par ce processus-là, puisqu'évidemment, c'est nécessaire pour eux. Alors, vous comprendrez ici que donc la croyance est un élément important et notre capacité à gérer nos émotions sont un élément important pour déterminer cette capacité que l'on aura de se détacher du processus émotionnel relié donc à cet univers psychique. L'autre chose, évidemment, tantôt je vous ai parlé de l'enfer, je vous ai parlé du paradis. Alors évidemment, le paradis, c'est un autre volet de l'expérience émotionnelle. Par exemple, si je décède et que je crois et que je suis convaincu d'avoir créé, d'avoir une vie exemplaire, parce que j'étais à la messe tous les jours et que j'ai eu un comportement exemplaire selon certaines règles religieuses qui font que normalement, si je me suis comporté comme il fallait, ben normalement, j'ai accès à un certain nombre de choses puisque c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce qu'on m'avait affirmé. Donc, vous comprendrez encore une fois que là, on peut se construire un paradis, encore là, artificiel, qui va donc nous donner l'illusion, justement, de pouvoir bénéficier de certains avantages qui vont nous amener donc à croire qu'on se retrouve dans un paradis, mais c'est un paradis artificiel, c'est encore là des processus inconscients qui sont simplement là pour nous enseigner à assouvir peut-être des croyances qui vont nous permettre simplement ensuite de nous dégager. Alors le problème évidemment, c'est que quand c'est trop confortable, quand c'est trop bien, quand c'est trop, on a l'impression d'être trop harmonieux en l'intérieur de soi parce qu'on s'est comme construit quelque chose qui nous laisse croire que c'est merveilleux, fantastique, ben on pourrait avoir envie d'y rester très très longtemps. Alors le problème de tout ça, c'est que si j'y reste très longtemps, je ne suis plus en train de me détacher de cet univers psychique, mais au contraire, je suis en train de m'y assécher. C'est-à-dire que je suis en train de me perdre dans le monde psychique et de ne pas accepter donc le processus de détachement qui m'est nécessaire pour accéder à la mort. Puisque la mort, évidemment, n'est pas un attachement à un corps physique, à un champ énergétique ou à un champ émotionnel. La mort est vraiment un détachement de tout cela qui va m'amener effectivement à accéder à un travail de libération psychique, une libération de conscience qui va me permettre donc de pouvoir vraiment m'abandonner au grand tout, pourrait-on dire. Alors vous comprenez que ça c'est un peu un piège qui peut exister. J'ai déjà vu, moi, des gens, par exemple, je me rappelle une personne qui était venue me voir, qui venait de perdre son père, et qui me disait, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce qu'il y en est de mon père actuellement. Et j'avais tout de suite vu son père en train de lui faire des signes comme ça, très loin. Il était sur un voilier, et il faisait des signes comme ça en disant, ne me dérange pas, je suis tellement bien, tout va très bien, etc. Et quand j'avais dit ça à cette femme-là, elle s'était mise à pleurer, car elle m'avait dit que le rêve de cet homme-là, de son père, avait toujours été de faire un grand voilier, un grand voyage en voilier. Alors, en fin de compte, ce qui se passait, c'était un peu ça. On est en train de constater qu'il est en train de vivre une expérience merveilleuse et fantastique dans un voilier et que finalement, il assouvissait un de ses rêves. Donc, encore une fois, quelquefois, si on n'est pas parvenu à réaliser un certain nombre de choses dans notre vie à laquelle on était très attaché, il est possible que dans le processus de la mort, on va prendre le temps de vivre, d'assouvir en fin de compte ce désir-là pour pouvoir s'en détacher par la suite. Alors là, c'est tous des processus qui sont tout à fait normaux et qui vont donc nous aider notre conscience à pouvoir se détacher des frustrations, des insatisfactions qui ont pu s'accumuler dans notre champ énergétique et qui vont nous permettre doucement de pouvoir se dégager et se libérer. À mesure qu'on se libère du monde psychique personnel, de notre vécu personnel, on va accéder à des niveaux supérieurs. Ces niveaux supérieurs vont nous mettre en contact avec ce que j'appelais tantôt les résonances avec d'autres vies. C'est-à-dire qu'on va être en résonance avec des mémoires d'autres vies qui sont en coloration, qui sont en résonance donc avec notre vécu. C'est-à-dire que ce n'est pas étranger à nous,
Et ces mémoires d'autres vies-là vont nous amener progressivement, encore une fois, à se réapproprier un certain pouvoir de nous-mêmes pour pouvoir se détacher de ces expériences d'autres vies et de pouvoir accéder donc tout doucement vers la dimension transpersonnelle. Encore là, s'il y a des charges émotionnelles très fortes dans les résonances avec les mémoires d'autres vies, il y a de fortes chances qu'il y ait donc des passages obligés dans ces expériences, dans ces résonances-là, pour parvenir tout doucement à faire un travail de nettoyage, d'épuration émotionnelle, pour permettre encore une fois au détachement de pouvoir se faire et qu'on puisse tout doucement, progressivement, donc se détacher et accéder donc tout doucement à ce que j'appellerais le soi supérieur ou l'âme, c'est-à-dire de détacher de tout le bagage mémoriel pour donc accéder effectivement à la lumière, pourrait-on dire ça comme ça, la lumière pure, la lumière qui nous relie au grand tout et qui va faire qu'on va pouvoir justement fondre dans celui-ci et ne plus être relié aux expériences humaines qui ont pu se vivre, ou même aux expériences d'autres vies qui ont pu se vivre, qui vont faire qu'on va vraiment se détacher notre conscience complètement de toutes les expériences de la vie. Alors vous comprendrez que tout le processus que je viens de vous décrire est un processus qui peut être très long, qui peut être très court selon la conscience de chacun. Il y a des gens qui ont fait des grands cheminements spirituels et qui vont mourir presque en union avec leur soi supérieur, avec leur âme. Donc ils ont déjà un détachement important qui ont été effectués et il va donc se faire beaucoup plus facilement ces détachements-là. Ils vont donc leur permettre d'accéder plus rapidement à ce soi supérieur ou à cette âme. Alors que d'autres gens ont un travail pas du tout qui est effectué dans leur vie. Ils vont donc décéder avec un plein d'informations, plein de bagages qu'ils ont à faire du ménage dedans pour ainsi éventuellement accéder à cette libération-là. Donc ça peut prendre un temps beaucoup plus long pour parvenir à ce processus-là. L'autre chose aussi dont j'aimerais vous parler par rapport à ça, c'est que j'ai écrit un livre, moi, qui s'appelle Le Messager. Je vous en parle brièvement pour faire valoir que dans ce livre-là, il est question justement d'un message tout simple qui dit que la mémoire humaine, l'être humain a tellement peur d'accéder à la sagesse intuitive, à l'expérience du soi supérieur, de l'âme spirituelle, de leur âme, de son âme, qu'il va souvent s'identifier à la mémoire. À un point tel que la mémoire va prendre tellement d'importance que l'être humain n'est plus capable de se détacher de la mémoire, il n'est plus capable de faire le vide, en fin de compte, pour accéder à cette dimension spirituelle-là. Donc, je vous en parle comme ça pour vous faire comprendre, évidemment, que le problème de la mort, c'est aussi cela, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui n'arrivent pas justement à dépasser le stade de la désidentification psychique ou même des résonances avec d'autres vies, pour toutes sortes de raisons qui vont faire que l'être humain va avoir l'impression, par ses croyances spirituelles et religieuses, qu'il se trouve dans le niveau de conscience final. Alors, il suffit de penser aux vies antérieures, au concept de la réincarnation, qui peut effectivement nous amener donc à avoir pas envie donc de se perdre dans le grand tout, mais au contraire de s'identifier à des résonances avec des mémoires d'autres vies pour se justifier une certaine forme de relation avec le monde des vivants et se garder connecté avec la vie. Alors ça, c'est un danger qui peut exister dans le monde subtil. Il se peut aussi que dans le monde psychique, je sois tellement identifié, tellement responsable avec des gens qui sont encore vivants, que je choisisse de m'investir complètement dans cette relation-là et que je reste accroché à la vie, à la présence de ces personnes-là. Alors, évidemment, ça m'amène à vous parler un peu de tous les processus que vous avez sans doute déjà entendu parler, des maisons hantées, des entités qui prennent possession du corps humain, etc. Ce sont tous des phénomènes qui sont associés à ces mécanismes-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décèdent et qui ne sont pas capables d'abandonner la matière, qui ne sont pas capables d'abandonner donc la vie terrestre et qui vont chercher à s'accrocher à la vie terrestre. De quelle façon qu'ils vont s'accrocher à la vie terrestre? Bien, inévitablement, ils vont connecter avec des êtres humains vivants sur Terre qui peuvent raisonner avec eux au niveau de certaines affinités vibratoires, certaines affinités émotionnelles, et qui vont faire que ces êtres humains-là vont se nourrir d'une certaine façon de notre champ énergétique, c'est-à-dire que ces énergies-là vont se garder en vie par le fait qu'ils sont en résonance avec des mémoires, avec des individus sur Terre, et qui vont donc finalement contribuer à rester donc connecté avec ces expériences émotionnelles-là. Alors la beauté de la chose, c'est que lorsqu'un être humain sur Terre effectue un travail de libération, de déprogrammation dans sa conscience, il fait du ménage émotionnel dans sa vie, et il permet justement de s'approprier son individualité, et il se permet donc de briser ces résonances-là. Ces résonances-là n'existent plus lorsqu'on parvient justement à faire la paix avec soi-même.
ces résonances se transforment. Alors les consciences qui se sont mises en résonance avec nous se libèrent, se dégagent, et elles vont devoir, à ce moment-là, passer par des étapes de désidentification de nouveau pour parvenir tout doucement à se dégager et à se libérer. Alors évidemment, tout ça est déterminé par le degré de conscience, le degré d'évolution de la conscience de chacun, qui va permettre à ce travail-là de se faire plus ou moins rapidement. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire concernant le processus de la mort. Donc on va passer donc à la diapo suivante. Les personnes décédées qui demeurent attachées aux vivants. Donc je viens de vous en parler un petit peu. Alors ce que je disais, c'est que la mémoire de la personne décédée peut se retrouver dans plusieurs niveaux de conscience en même temps. Alors ça, c'est une nouvelle notion donc, que je ne vais pas encore présenter. Quand ma mère est décédée, j'ai donc fait des expériences. J'ai donc vraiment cherché à soigner ma mère, à favoriser le processus de la mort dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai cherché évidemment donc à comprendre ce qui se passait, puisque j'observais par exemple que ma mère pouvait avoir une conscience très apeurée et très insécure quand elle était très connectée avec son corps physique au moment de la mort, très peu de temps après la mort, et je pouvais la voir dans un état de grande harmonie ou de grande paix dans d'autres niveaux. Alors ce que j'ai constaté à ce moment-là, c'est que d'une façon, dans le même laps de temps, je pouvais connecter avec ma mère sous plusieurs formes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est pas possible, on ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Dans le corps physique, nous sommes reliés à la matière. Nous sommes reliés à des règles et des lois qui nous confrontent effectivement à constater que ce n'est pas possible. Quand on quitte la matière, on aborde d'autres réalités qui sont complètement différentes. En physique quantique, il est de plus en plus reconnu qu'il existerait des univers parallèles. Ces univers parallèles, on dit même qu'on pourrait être plusieurs endroits à la fois en train de vivre des choses différentes. C'est comme ça qu'on peut le présenter. Une personne décède, elle peut expérimenter quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'elle peut être plusieurs endroits à la fois, puisque sa conscience est morcelée. C'est-à-dire que lorsqu'on décède, il y a une facette de ma conscience qui peut vibrer beaucoup dans la dimension terrestre, une autre facette de ma conscience qui va vibrer beaucoup avec la dimension énergétique, une autre facette de ma conscience qui va vibrer avec la dimension psychique de mon vécu personnel, une autre avec les mémoires d'autres vies, et une autre avec la dimension spirituelle. Ce qui veut donc dire finalement que le voyage de la mort va se faire à travers une conscience qui n'est pas nécessairement unique, puisque la conscience, elle est vibratoire, et que les vibrations dans mon être, lorsque je décède, qui vont davantage correspondre à des niveaux moins évolués, et d'autres qui vont correspondre davantage à des niveaux plus évolués. Alors c'est ça un petit peu que j'avais observé dans ma pratique, évidemment, lorsque j'avais donc effectué cette lecture avec ma mère, puis j'ai pu l'observer à plusieurs reprises par la suite. Alors évidemment, l'objectif, lorsqu'on entreprend une démarche d'accompagnement d'une personne décédée, c'est de chercher justement à travailler sur ces niveaux de conscience-là. Ces niveaux de conscience, qui veut donc dire que je vais travailler sur la conscience qui se retrouve dans chacune de ces sphères-là pour amener la personne décédée à pouvoir justement favoriser un travail d'unification, d'équilibre, d'harmonisation avec elle-même, qui va lui permettre donc d'effectivement de parvenir à avoir un détachement général de sa conscience, qui va lui permettre donc de pouvoir atteindre un niveau de conscience supérieur et donc ainsi de se fondre dans le tout. C'est un peu l'objectif que l'on se fixe dans une démarche comme celle-là. Donc vous comprendrez ici que ce qui est important de comprendre, c'est que ces mémoires-là, quelque part, qui se trouvent dans plusieurs sphères, se retrouvent donc dans des univers qui ne sont pas fermés, c'est-à-dire que ces mémoires-là se retrouvent en résonance ou en relation avec d'autres informations énergétiques ou subtiles se trouvant dans l'espace dans lequel il se trouve. Donc, si une conscience se retrouve avec une mémoire personnelle de son vécu, ben, elle est en relation aussi avec elle peut être en relation avec des gens, des êtres humains, qui ont déjà vécu ou qui vivent encore et avec lesquels il peut être en interrelation dans cet univers-là. Et il peut donc y avoir effectivement une continuité de la conscience à travers un certain laps de temps selon la capacité que cet individu-là sera capable de se détacher de tout cela. Donc le travail d'accompagnement de la mort, moi, va m'amener justement à faire un travail pour amener la conscience, donc justement favoriser ce travail de nettoyage pour permettre à ce que la personne décédée puisse se détacher au maximum de ces expériences-là et qu'elle puisse donc renouer contact avec une conscience plus unifiée que ceci, comme ce que je venais de vous décrire.
Donc, l'autre chose, la communication avec une personne décédée doit tenir compte donc des multiples consciences de la personne décédée. Je vous parle de ça parce qu'évidemment, il y a donc des médiums, par exemple, qui vont beaucoup travailler avec les personnes décédées et qui vont décrire aux gens qui leur demandent « Ah, ben ton père qui est décédé, ben, je le perçois de telle façon, etc. » Moi, ce que je vous dirais, c'est que le médium, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il résonne avec une facette de la conscience de la personne décédée. Ce qui veut donc dire que selon son niveau d'évolution, cet individu-là, il va naturellement résonner avec une facette du père décédé qui va donc représenter une certaine dimension de conscience du père décédé. Ce qui ne veut pas dire qu'il va être en communication avec toutes les facettes de la personne décédée, qui pourraient donc être multiples, puisqu'on vient de le voir comme tel. Donc, pour moi, le travail que je vais essayer de faire, ça va être vraiment donc de travailler sur ces sphères-là pour bien avoir une vision beaucoup plus complète de la conscience décédée et de parvenir effectivement à faire un travail beaucoup plus complet aussi pour qu'elle puisse se libérer de l'expérience de la mort et qu'elle puisse accéder effectivement à cette nécessité de renouer contact donc avec cet infiniment grand et pouvoir justement l'enrichir d'une nouvelle énergie qui va pouvoir ensuite être réutilisée par la suite dans des processus d'incarnation. Il y a un cas qui est intéressant, j'aimerais peut-être vous parler, qui s'appelle le cas Phillips, qui est un cas ce sont des gens d'Ontario, c'est une organisation qui avait choisi de faire une expérience. Cette expérience-là est un peu controversée, mais je vais vous en parler parce qu'elle amène un questionnement qui va dans le sens de ce que je vous ai présenté, et il y a d'autres gens qui vont également dans ce sens-là. C'est que ces gens-là avaient choisi d'inventer un fantôme. Inventer un fantôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire de vérifier que cet individu-là n'existe pas. C'est-à-dire qu'il s'appelait Phillips. Il était né à telle date, à telle heure, il avait eu une enfance avec des parents X, Y, Z, il était telle enfance, il était à telle école, etc. Et les gens s'étaient assurés, avaient fait la démarche de vraiment vérifier historiquement parlant si il y avait donc des possibilités de similitude. Donc, ils avaient vraiment fait un scénario de vie pour Phillips qui était vraiment pas du tout relatable dans l'historique du passé. Donc, ils ont développé donc une vie très complète à Phillips qui est mort ensuite, bon, etc. Et ils avaient donc appris par cœur un peu le scénario de cette histoire-là du cas Phillips. Ensuite, ils ont commencé donc à faire des séances de spiritisme dans lesquelles il y avait une table ronde, ils se réunissaient tous ensemble, ils se tenaient par la main, puis voilà, sur la table, et puis ils faisaient venir donc un fantôme, et ils faisaient venir le fantôme de Phillips pour arriver donc à communiquer avec lui. Et ils ont donc filmé les expériences qui ont été donc filmées pendant un certain laps de temps, quelques mois je pense. Et il s'est avéré que Phillips s'est mis à communiquer avec la table, à faire bouger la table, à commencer effectivement à donner des informations très justes sur toute l'histoire et toute la vie de Phillips, alors qu'évidemment Phillips n'avait jamais existé. Alors eux, ce qu'ils voulaient démontrer, c'est qu'il était possible, par notre conscience en tant qu'être humain, de développer donc une forme de vie qui n'existe pas en fait, et que cette vie-là, quelque part, puisse se manifester à travers des signes physiologiques, comme une table qui se met à bouger, mais qui seraient provoqués donc par la propre énergie des gens présents, qui seraient en relation donc avec une forme de vie non vivante, et qu'ils auraient en mesure donc de pouvoir communiquer avec elle et avoir des informations très justes. Donc il était possible de penser que certains médiums pourraient donc communiquer aussi de la même façon avec une forme de processus mal compris, pourrait-on dire, dans lequel il y aurait une forme de sagesse, une forme de conscience qui est là, qui serait capable de nous transmettre de l'information, qui serait capable de nous refléter des phénomènes particuliers comme une table se mettrait à bouger, et que tout ça serait provoqué, donc, évidemment, par cette forme de conscience, justement, qui ne serait pas nécessairement reliée à une personne décédée, mais qui serait simplement reliée, donc, à une certaine forme d'espace commun que des êtres humains auraient tout simplement nourri. Alors, on peut envisager, évidemment, qu'un médium pourrait très bien connecter avec une personne décédée ou une partie de la personne décédée, et elle pourrait très bien raisonner aussi avec la personne qui la sollicite, donc le client, qui sollicite d'être en communication avec la personne décédée. Et il y aurait donc un genre de réseau d'informations qui s'effectuerait, où le médium communiquerait avec la partie de la personne décédée, qui serait donc peut-être en résonance avec la personne vivante, et il y aurait donc un travail limité à ce niveau-là, et qui ne permettrait pas donc
de faire un travail sur la personne décédée dans sa globalité, puisqu'on n'aurait pas accès à sa globalité ou à sa vision globale, puisque le médium se limiterait à un certain degré de perception de la personne décédée en question. Donc tout ça, évidemment, ce sont des questions, des interrogations qui finalement nous amènent à prendre conscience que quand moi je regarde un champ énergétique d'une personne vivante, il faut bien comprendre que la personne qui se trouve devant moi, je peux regarder comment elle se situe dans plusieurs couches, de la même façon qu'une personne décédée. Ça veut donc dire qu'une personne vivante possède une conscience dans plusieurs sphères à la fois en même temps. Donc si je décède, on peut facilement envisager que cette conscience-là puisse se reproduire dans plusieurs sphères différentes et qu'elle puisse avoir une conscience différente aussi dans chacune de ces sphères-là. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cette vision-là en tête pour bien comprendre que le processus de la mort est quelque chose de grand, quelque chose de grandiose en fait, et qu'on peut donc évidemment avoir accès à des morcellements d'informations d'une personne décédée, mais que sans doute que le plus efficace, ce serait effectivement de pouvoir travailler avec la personne décédée dans plusieurs sphères pour pouvoir arriver donc à favoriser son détachement. C'est ce que moi je propose dans ma pratique. D'ailleurs, on dit que l'intuitif peut effectuer un soin sur cette conscience afin de la déprogrammer et la libérer. C'est ce qu'on va chercher à faire, évidemment, dans les cas de maison hantée, dans les phénomènes de poltergeist, dans les phénomènes où on observe effectivement qu'un être humain vivant est en résonance avec une mémoire provenant d'autres vies, qui a eu un désir justement de pouvoir exister sur Terre et qui va donc résonner avec une personne vivante. Alors tout ce processus-là va entraîner quoi? Il va entraîner une genre de symbiose entre les deux qui vont favoriser des phénomènes paranormaux, par exemple des déplacements d'objets, il va y avoir donc des phénomènes de possession, on a l'impression que l'individu ne se sent plus habité par lui-même. Alors tout ce processus-là va se faire dans des conditions comme celle-là, et nous en tant qu'intuitifs, notre travail consiste justement à reconnaître que la mémoire de personnes décédées peuvent donc résonner avec des individus, et que notre travail va consister justement à travailler sur la résonance. Donc la résonance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un phénomène de résonance, ça veut dire que l'individu qui est vivant résonne avec une facette de la personne décédée qui est reconnue mutuellement. C'est donc dire que lorsque ça se produit, l'individu qui est vivant va résonner avec un vécu émotionnel qui correspond au sien. Et c'est pas donc étranger, il n'est pas une victime de tout ça. C'est un peu comme si cette résonance s'effectuait car la personne décédée reconnaissait inconsciemment qu'il y avait une forme d'attraction qui pouvait exister entre elle et l'individu vivant sur Terre, et que c'est ça qui allait provoquer ces phénomènes-là. Donc encore une fois, donc une personne qui est possédée, entre guillemets, ou qui subit des phénomènes de poltergeist ou de maison hantée ou autres, ce sont des phénomènes, à quelque part, qui sont attribuables, donc, à comprendre la raison d'être de ça. Moi, mon expérience, c'est que quand j'ai travaillé sur des gens qui se disaient possédés, j'ai toujours constaté qu'il y avait des résonances qui étaient là pour une raison, pour quelque chose de très précis. Je vais vous donner un exemple de ça. J'ai un cas, moi, que j'avais rencontré une personne qui avait vécu un phénomène de poltergeist. En fait, c'est sa mère qui m'a communiqué, qui m'a téléphoné et qui m'a demandé de faire une lecture intuitive à distance sur son enfant, car son enfant subissait, selon elle, une possession. Elle était voir un médium qui lui avait confirmé cela en lui disant que l'enfant était très dangereux parce qu'il était possédé par une entité qui voulait tuer la mère. Alors ça, c'était un peu ce qui avait été donné à l'information par la mère. Et donc, moi, j'ai entrepris donc une démarche. Donc, l'enfant faisait éclater des télévisions. C'était un dessin de poltergeist. Et ça s'est arrivé à 3 reprises. Donc, l'enfant était calme et la télévision se mettait à éclater tout simplement à côté de lui. Et la mère était témoin à chaque fois. Donc, elle avait été voir un médium qui lui avait donc expliqué le danger. Et moi, elle venait me voir avec un peu de panique, puisqu'évidemment, elle comprenait qu'il y avait un danger important, puisque son enfant semblait possédé par une énergie très maléfique. Alors moi, je commence à faire la lecture intuitive. La première chose que j'observe, c'est un enfant qui a 12 ans, donc je vois l'enfant de l'âge de 12 ans, qui est en colère. Et cette colère-là, quelque part, est reliée à une certaine forme d'impuissance, et j'observe qu'elle est en résonance avec une mémoire d'autre vie de 2 individus. Ça se passe à l'époque du Moyen-Âge, où il y a un genre de duel entre 2 êtres humains qui aiment une femme, la même femme, et un des deux va se faire ridiculiser par celui qui va gagner, et il va être ridiculisé devant la femme qu'il aimait. Alors lui, devant cette humiliation extrême, il se suicide, ne pouvant plus entrevoir la vie d'aucune façon.
Alors, ça, c'est donc la première scène que j'observe. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est que je vous ai parlé tantôt de déprogrammation. Donc, dans la pratique de l'écoute imaginaire, on cherche donc à travailler sur ces énergies-là pour leur donner ce qu'elles ont besoin pour se déprogrammer, se libérer. C'est en quelque sorte comme si ces mémoires-là étaient prisonnières d'une charge émotionnelle qui leur était propre. Et en travaillant avec elles, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin pour qu'elles puissent se dégager de ces charges émotionnelles-là. Et par le fait même, les mémoires vont plus être en résonance avec l'enfant qui se trouvait donc vivant sur Terre dans ce cas-ci. Et évidemment, il va donc avoir une forme de libération, de déprogrammation qui va se faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire en général? Il va y avoir un retour d'énergie, c'est-à-dire que l'enfant va se réapproprier une certaine charge énergétique qu'il n'avait plus, puisque cette résonance-là lui bouffait de l'énergie. Et lorsque l'énergie quitte, l'enfant se réapproprie cette énergie-là. Et à ce moment-là, ce que j'ai pu observer comme phénomène, c'est que j'ai vu l'enfant, une scène apparaître à ce moment-là, quand il y a eu ce retour d'énergie-là, et j'ai vu l'enfant être dans une position où il y avait un homme à côté de lui, et cet homme-là semblait vouloir l'humilier devant la mère. C'est-à-dire que la mère était présente et cet homme-là avait été plus fort que l'enfant et voulait montrer à l'enfant qu'il était plus fort que lui et le montrer devant la mère. Donc la mère se trouvait dans une position où elle était témoin d'une forme d'humiliation que l'enfant subissait et l'enfant était très en colère de ça, mais évidemment il n'avait que 12 ans et l'homme était un homme adulte, donc l'enfant se sentait dans une position d'impuissance. Alors vous comprendrez ici que ce que je viens de vous décrire ressemble étrangement à la scène de la mémoire d'autres vies. C'est souvent ce qui se passe. L'être humain qui se trouve dans une position d'impuissance dans le monde terrestre, comme cet enfant-là, va se trouver dans une position où il va avoir une émotion très très forte. Son champ énergétique va se trouver survolté. Et dans cet état de survoltage, il se produit quelquefois des phénomènes de résonance avec des mémoires d'autres vies qui sont dans un même phénomène de survoltage et qui vont finalement entraîner un genre de communication qui va faire que l'enfant qui n'est pas capable de communiquer sa révolte ou son survoltage ou sa colère va se trouver à avoir des phénomènes paranormaux qui vont se présenter dans sa vie. Et ces phénomènes paranormaux-là sont là en quelque sorte pour indiquer à l'entourage que l'enfant a des perturbations importantes parce qu'il n'est pas capable de gérer une certaine émotion. Alors, c'est là évidemment que, quand j'ai vu tout ça, j'ai compris que l'enfant, si on ne faisait rien, l'enfant à l'âge de 16 ans, par exemple, allait devenir sans doute assez fort pour pouvoir finalement confronter cet homme-là et peut-être éventuellement le battre. Et que c'était l'envie que l'enfant avait au plus profond du même. C'était d'endurer jusqu'à l'âge de 16 ans et que là, il exploserait. Alors évidemment, ça c'était un peu le scénario que je percevais. Évidemment, mon objectif c'était de parler avec la mère pour lui faire part donc de la situation et de lui demander effectivement si dans son entourage il n'y avait pas un homme qui effectuait quelque chose de cet ordre-là. Alors je lui raconte et la dame se met à rire et elle me dit qu'effectivement, il y a un homme dans sa vie qui n'était pas son mari mais un compagnon qui était dans sa vie d'une façon, qui est dans sa vie qui était là depuis quelques temps, mais assez récemment, et qui avait donc tendance à faire ça auprès de son enfant, et sa mère et cette femme-là lui demandaient régulièrement de ne pas le faire, qu'elle trouvait que ce n'était pas correct pour son fils, mais de plus fort que lui, il le faisait quand même, cet homme-là. Alors donc, moi j'ai effectivement exprimé ce qui se passait, les dangers qui étaient associés à cela, et finalement la femme, cette femme-là, a décidé d'arrêter la relation avec cet homme-là. Alors c'est pas ça que moi je l'ai dit, mais c'est ce qu'elle a fait, et elle m'a dit par la suite, parce qu'on s'est parlé à quelques reprises par la suite, que le travail que j'avais fait avait eu des dividendes, et qu'elle avait pris conscience d'un certain nombre de choses aussi concernant cette notion d'humiliation-là pour son fils, et qu'elle avait donc choisi de quitter cet homme-là parce qu'il était hors de question qu'elle accepte que son fils se retrouve dans une position comme celle-là. Alors elle avait constaté donc des grands changements dans le caractère de son fils aussi suite à ça, et elle n'a plus jamais revécu ce phénomène de poltergeist-là. Alors c'est un exemple que je vous donne pour vous faire comprendre que quelquefois ces personnes décédées-là peuvent donc avoir un impact dans le monde des vivants. J'ai vu aussi des gens, par exemple dans des cas de maisons hantées, j'avais rencontré moi un cas de maison hantée assez important et j'avais constaté que c'était deux jeunes filles, des jumelles, qui se faisaient violenter par le père et dans le silence. Donc le père avait acheté leur silence, avait réussi à faire en sorte qu'elle ne puisse pas divulguer l'information auprès des gens de son entourage. Et c'était comme ça effectivement que le phénomène de maison hantée se manifestait, c'est qu'il y avait effectivement une très très grande impuissance, une très grande panique et une très grande colère qui était présente, et l'énergie qui se manifestait dans la maison hantée manifestait justement cette colère, cette frustration, etc. Donc on a fait un travail de conscientisation chez les enfants, chez les deux personnes plus particulièrement,
et ça a permis donc tout doucement à libérer complètement ce processus-là. Puis évidemment, bon, ça a entraîné évidemment autre chose, puisque inévitablement le fait que les enfants deviennent conscients du processus les amenait aussi à devoir communiquer ce qu'ils vivaient, donc ça entraînait finalement plus une conséquence. Mais c'était essentiel et ça a permis effectivement de résorber la problématique, qui était une problématique qui était quand même assez grave. Donc voilà, donc on va passer à l'étape suivante, si vous voulez bien. Donc, cela conclut en quelque sorte cette conférence sur la vie après la vie. Alors évidemment, c'est un sujet qui est très vaste, on pourrait bien sûr l'approfondir éventuellement, ce que je ferai sans doute par d'autres conférences sur d'autres sujets dans un même thème, puisque ce sera sûrement intéressant de l'approfondir. Peut-être qu'il y a d'autres choses certainement à pouvoir communiquer. Mais je pense que c'était l'essentiel que j'avais envie de vous communiquer, que j'ai pu présenter aujourd'hui. Alors, je propose des enseignements qui vous permettront, qui vous permettraient, si vous êtes intéressé évidemment, de développer les outils que je vous ai proposés tout au long de cette conférence. Si vous êtes intéressé, évidemment, il y a d'autres conférences gratuites qui vont vous permettre d'aborder la pratique d'écoute majeure d'une façon peut-être plus directe, de mieux cerner les techniques, comment on peut arriver à le développer, etc. Ça, c'est dans d'autres conférences ou présentations web que vous pouvez visionner, que vous pourrez faire ça si vous êtes intéressé. Alors pour nos prochains rendez-vous, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est que donc il y a des formations personnelles web qui existent maintenant. Les formations personnelles web se font par des enregistrements MP3 audio qu'on entend et des enregistrements vidéo, comme un peu la formule que je vous présente actuellement. Et à ce moment-là, évidemment, ils appellent des rencontres web ou des rencontres téléphoniques qui s'effectuent aussi avec les étudiants pour s'assurer que je puisse répondre aux questions lorsqu'ils ont expérimenté les techniques, etc. Pour apprendre évidemment, donc tout doucement, à développer l'ensemble des techniques que l'on applique sur soi, tant pour le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psychoénergétiques. Donc on apprend vraiment à devenir un maître de l'écoute imaginaire dans son application vers soi, à travers cette formation personnelle web. Pourquoi faire une formation comme celle-là? Pourquoi ne pas faire en sorte effectivement de la faire en personne? Je vous dirais que vous allez voir qu'il y a une formule qui existe où on peut le faire en personne, mais je vous dirais que cette formation personnelle web est vraiment intéressante pour la simple raison que lorsqu'on fait un travail sur soi, la grande difficulté, c'est apprivoiser la technique. Donc, refaire la technique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la même technique plusieurs fois est essentiel à mes yeux, à moi. Donc, le fait que vous ayez un enseignement vidéo avec des enseignements audio, ça vous permet de reproduire l'exercice autant de fois que vous le désirez. Ça vous permet donc de l'intégrer, de mieux l'assimiler, de mieux la digérer, de pouvoir arriver à atteindre des meilleurs résultats également, qui vous donne à la fin de la formation une satisfaction plus importante. Alors c'est pour cette raison-là, je crois que j'ai choisi cette formule-là. La formule où vous pouvez suivre un enseignement en personne, elle existe aussi, c'est une formation de base. Vous avez un week-end d'introduction, un week-end de 2 jours, qui est ouvert à tous. Donc, quelqu'un qui voudrait faire une formation personnelle pourrait faire ce week-end d'introduction. Ce week-end d'introduction est donc les techniques de base de décodage, de déprogrammation et de soins sur soi, mais aussi sur les autres. Donc, vous apprenez les bases pour le faire. Vous avez ensuite des modules, des enseignements web qui reprennent essentiellement les enseignements qu'on retrouve dans la formation personnelle. Donc, il y a des enseignements qui vont être faits, 2 enseignements web sur la psychoénergie des chakras pour apprendre à se soigner, à soigner nos chakras, à équilibrer notre énergie vitale, etc. par les chakras. Donc, vous avez 2 modules d'enseignement web là-dessus et un 3e sur comment communiquer d'une façon authentique et de faire du coaching intuitif, dans lequel vous allez apprendre justement à mieux communiquer à vous-même vos perceptions intuitives, mais aussi à mieux le communiquer à votre entourage. Alors, ces enseignements-là sont des enseignements qui vous donnent l'opportunité de développer des habiletés sur vous-même, tout comme dans le week-end où vous avez appris un certain nombre de techniques pour apprendre à faire sur vous-même. Et évidemment, dans le stage qui termine cette formation de base, vous allez avoir un stage complet sur toutes les applications énergétiques, toutes les techniques énergétiques associées au guérisseur que vous allez apprendre donc à effectuer sur une autre personne pour donc apprendre à faire du décodage, des programmations et soins sur un partenaire pour arriver à la fin de la formation avec une évaluation qui va vous permettre d'avoir une certification à la toute fin. Évidemment, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas envie d'être un thérapeute, cette formation de base pourrait très bien convenir aussi pour une personne qui aura envie simplement de pratiquer sur elle-même les techniques de base essentielles à la guérison et de pouvoir l'utiliser pour son entourage, pour leur faire du bien. Alors évidemment, les thérapeutes qui ont déjà des formations importantes, qui n'ont pas envie de se lancer dans des formations trop élaborées, pourraient se contenter totalement de cette formation de base pour pouvoir arriver à pratiquer également.
Par la suite, il y a une formation professionnelle, qui est une formation qui propose trois stages de 5 jours. Un sur le psychisme, un sur le spirituel, transpersonnel, et un troisième sur l'accompagnement thérapeutique. Alors, ces 3 stages-là, évidemment, sont essentiellement pratiques, puisque toute la théorie, elle va être présentée dans un enseignement web, donc un enseignement web qui va nous proposer de faire du décollage intuitif et de l'auto-guérison psychique, du décollage intuitif et de l'auto-guérison spirituelle, et du décollage intuitif et de l'accompagnement thérapeutique envers soi-même. Donc, toute la base web est vraiment proposée pour vous enseigner comment faire le travail sur vous-même. C'est un enseignement qui reprend, en fait, ce que vous auriez pu aller chercher dans la formation personnelle web, qu'on va reprendre progressivement dans les formations de base et professionnelles. Et ensuite, vous avez les stages de 5 jours qui vont vous permettre donc de vraiment devenir un thérapeute plus performant, puisque vous allez vraiment avoir développé toutes les techniques requises pour répondre à toutes les questions intuitives qu'une personne peut avoir, être capable de répondre au maximum à toutes les techniques de soins que vous pouvez faire à tous les niveaux chez une personne, donc que ce soit au niveau énergétique, psychique ou spirituel, et vous allez avoir la capacité de pouvoir l'accompagner à travers plusieurs techniques bien précises qui vont permettre effectivement de faire des suivis avec votre client jusqu'au moment où il devienne autonome, capable de finalement faire sa propre démarche lui-même. C'est vraiment l'objectif de cette formation professionnelle. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect professionnel. Il y a également donc des possibilités de consultation pour ceux qui sont intéressés. Il y a également une nouvelle formation personnelle qui existe, qui s'appelle Psychologie sacrée, rituel chamanique et thérapie créative, qui est une nouvelle formule d'enseignement qui propose un volet de l'écoute imaginaire qu'on appelle l'écoute imaginaire dynamique. C'est pas moi qui le donne, c'est Jacqueline Lebovici. L'enseignement tel qu'il est présenté est une intégration du dessin projectif, des mouvements libérateurs, des sons guérisseurs, des parfums sacrés et des rituels chamaniques ou des rituels thérapeutiques. Alors tout ça, évidemment, c'est une façon d'utiliser notre imaginaire et de le déployer dans